J'ouvre la porte de ma chambre, je vois, il y a 5-6 gendarmes dans le couloir. Je vois mon père passer, me noter, des gens qui fouillent le bureau pour trouver des infos. Et le problème, c'est qu'ils n'ont eu aucune preuve, la gendarmerie, parce qu'ils sont super malins, les gens de la secte. C'est des gens qui sont très accueillants, qui ont le sourire. On vendait du rêve, en fait. Sauf que ça se tournait en cauchemar sur le long terme. Je m'appelle Clarisse, j'ai 23 ans et je suis née et j'ai grandi dans une secte. Mon enfance a été plutôt classique, je dirais, jusqu'à mes 9 ans, où du coup j'ai dû déménager sur un site en lui-même. Donc là, j'ai commencé à vivre en communauté. Pour moi, là, ça a été vraiment le début de la descente aux enfers. Ça s'appelle la mission Kwasizabantu. Ça a été créé du coup par 2 frères suisses et qui très vite ont pris la place du coup de gourous et qui se faisaient idolâtrer. Ils se faisaient passer pour des envoyés de Dieu et leurs paroles ne devaient absolument pas être remises en question. On se considérait comme les élus parce qu'on était les seuls à avoir la vérité. Mais en fait, on était constamment sous la peur parce qu'il y avait une grande attente au niveau de la pureté. En fait, il fallait qu'on soit irréprochable. On avait des conseillers qu'il fallait aller voir systématiquement. Dès qu'on avait une pensée de travers ou quelque chose qu'on avait mal fait, mal dit quoi, fallait aller demander pardon parce qu'on risquait notre place au paradis, quoi. C'est aussi ça qui empêchait les gens de partir parce que quand on nous promet quelque chose, on nous promet le paradis et qu'on nous dit qu'il faut tenir de certaines règles pour y arriver, on pense tout de suite que si on commence à arrêter, on est condamné, quoi. J'ai été déscolarisée du public parce que le lycée public et les collèges publics, c'était la menace, en fait. C'était nous dire si tu vas là-bas, tu vas perdre ton âme et en fait tu vas finir dans le monde, en fait. Et c'était tout ce dont j'avais peur à l'époque. En fait, on pensait que vraiment le diable était partout, quoi. On avait beaucoup de tâches à faire, on avait des grandes maisons, on habitait en communauté. Et nous, les filles, on faisait tout le ménage de la maison, on préparait les repas très jeunes, on préparait aussi des goûters pour les hommes quand ils travaillaient, tout ça. Puis la deuxième partie du travail, c'était mon père qui du coup nous a exploités. En fait, il était traiteur, on travaillait en cuisine pour lui. Et j'ai des photos de mes petites sœurs qui ont 4-5 ans, qui épluchent des carottes avec des grands couteaux. Enfin, voilà. Puis les dimanches, par exemple, on mangeait tous ensemble, on avait les cultes, tout ça. C'était le responsable qui nous parlait et qui nous enseignait, en fait. Moi, j'ai beaucoup de souvenirs, que ce soit pendant ces réunions-là ou d'autres, où on nous criait dessus. C'était une technique d'emprise aussi sur les gens. Ils nous faisaient peur et ils voulaient qu'on écoute. Donc ils haussaient la voix, quoi. Et on avait beaucoup de choses qui étaient interdites, comme par exemple les bijoux, les maquillages, les pantalons. Et pareil avec les t-shirts, avec les inscriptions sur la poitrine, on n'avait pas le droit parce que pareil, ça attire le regard. On n'avait pas le droit de se faire les ongles, on n'avait pas le droit d'écouter de la musique du monde, quoi, ce que j'écoute aujourd'hui. J'écoutais de la musique classique ou des chansons chrétiennes, donc voilà. On n'avait pas non plus le droit de parler aux garçons, ni de se voir ou de se fréquenter, tout ça. Donc ça, c'était le truc le plus interdit, vraiment. On n'avait pas non plus le droit à la télé, on n'avait pas le droit aux réseaux sociaux, qui avaient été diabolisés, mais d'une force plus 1000. Facebook, par exemple, je prends cet exemple-là parce que quand j'étais petite, il y avait que ça. On nous avait dit c'est un réseau qui pousse les gens au suicide, c'est le fruit du diable, quoi, donc n'installez jamais ça. Moi, j'en avais peur, hein, du coup, j'avais peur de tout ça. Puis même les films, on n'avait pas le droit à grand-chose en soi. On regardait vraiment que des films chrétiens. Il y avait vraiment, c'était très très clean, il y avait pas de bisous, pas de sexe, pas de gros mots, pas trop de bagarres pour les enfants surtout. Et puis sinon on regardait des dessins animés de la Bible aussi. Et voilà. J'ai beaucoup essayé de braver les interdits, j'étais quand même très rebelle pour une enfant de là-bas. J'avais commencé à télécharger des musiques du monde sur une carte SD pour les écouter sur un petit téléphone que j'avais récupéré, que j'avais je sais pas comment réanimé. Je me souviens, la première chanteuse que j'ai écoutée, c'était Shakira. J'avais trop aimé. Et puis quand mon père a su ça, il a pris les téléphones, il a cassé sur le bureau. Il m'a dit plus jamais tu fais ça. Donc on nous disait que ça nous mettait une barrière. En fait, que plus on laissait ça, plus ça construisait un mur. Que ce mur, il nous séparait de Dieu, quoi. Le moins de pas que je faisais de travers, on allait être sur mon dos. J'ai été pas mal tapée par mon père. Il aurait fallu que je ferme ma bouche, quoi. Que juste, je garde ma place de femme, de fille, et que je fasse tout ce qu'on me dise sans me poser de questions. En fait, vraiment, pour chaque fille, le but, c'était de se marier. Bizarrement, cette vie-là, moi, j'en rêvais à l'époque. Je rêvais plus que de ça. Je voulais me marier, je voulais avoir des enfants et je voulais les élever comme on m'avait élevé, quoi.
Le mariage, c'est vraiment, je trouve, un truc de fou. Tout d'abord, il y a le garçon qui pense que Dieu lui a mis une fille sur le cœur. Donc il va en parler à son conseiller. Son conseiller va en parler à un pasteur ou enfin un responsable. Et puis c'est le conseiller qui appelle le conseiller du garçon qui appelle la jeune fille pour lui dire bah voilà, il y a tel garçon qui t'a demandé un mariage. Dans le week-end ou le week-end d'après, il y avait des fiançailles. Là c'est pareil, c'est le pasteur au milieu, la fille, le garçon, et c'est le responsable qui met la bague à la fille. Les deux ne se touchent pas, ne se regardent même pas. Donc je trouve ça assez lunaire en fait quand j'y repense. Et puis le jour du mariage, c'est comme une cérémonie religieuse classique. Mes parents ils se sont mariés dans ce contexte-là. Ils se connaissaient pas et puis du jour au lendemain ils étaient mariés quoi. Moi ce que je trouve terrible, et c'est ma mère qui m'a raconté ça, après qu'ils soient mariés, il y a un responsable qui prend la fille à part et qui va lui expliquer ses devoirs de femme en fait. Et qui lui dit voilà, tu dois faire ce qu'on attend de toi. T'as pas le droit à la contraception, t'as pas le droit l'avortement, c'est même pas pensable, le divorce non plus. Le but c'était d'avoir un enfant le plus tôt possible. Ma mère, elle a été enceinte de moi 3 mois après son mariage. Ça sous-entend d'avoir des rapports sexuels forcés. Et moi je trouve ça tellement violent, tellement triste. Il faut savoir qu'en 2019 je crois, c'est là où les révélations ont eu lieu. Il y a eu des détournements d'argent énormes, mais on parle de millions de dollars, quoi. C'est vraiment des sommes astronomiques. Et il y avait des abus de pouvoir, il y a eu beaucoup d'abus sexuels aussi. Et puis des mensonges en fait aussi, hein. Par exemple le fait qu'il y a une femme qui avait été foudroyée, qui avait été ressuscitée parce que ils avaient prié pour elle, qu'ils avaient guéri des gens très malades. Et en fait, après, on a appris que c'était des coups montés, que ça n'était même pas vrai. À ce moment-là, il y a eu une vague de gens qui ont commencé à partir. On se retrouve, ma sœur et moi, du coup, à aller à Toulouse pour un événement où mon père était traiteur et nous, on devait être serveuse. Mon père reçoit un coup de téléphone du responsable paniqué qui disait mais ta femme, il y a ses parents qui sont là, ils ont une remorque, ils ont mis les enfants dans la voiture et ils sont en train de charger des affaires et ils sont en train de partir. On les bloque avec des voitures, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire. Et en fait, elle avait profité de ce moment-là où mon père n'était pas là et il ne pouvait pas l'empêcher, lui, de partir. Et puis elle me l'a dit après, mais elle aurait voulu nous sauver tout en même temps, mais malheureusement, elle ne pouvait pas. Parce que moi, déjà, j'étais trop encore matrixée par tout ça, en fait, tout ce qu'on m'avait appris. J'étais pas encore prête à partir à ce moment-là. Elle s'est sauvée, elle, avec ce qu'elle a pu sauver, mes 3 dernières petites sœurs. En fait, du coup, comme il l'a bloquée avec des voitures, elle a appelé les gendarmes, elle lui dit « Venez m'aider et tout, je suis en train de partir, et je suis dans une secte, venez m'aider ». Quand les gendarmes sont arrivés, ils ont fait dégager les voitures et ils l'ont accompagnée jusqu'à ce qu'elle soit en sécurité. Ça a été très très dur au début, je lui en ai beaucoup voulu. Je comprenais pas pourquoi elle était partie. Plus le temps passait, plus moi je me rendais compte, j'entendais des choses par-ci par-là, et je commençais à me rendre compte que ouais, il y avait des trucs qui étaient bizarres. En fait, un jour, j'ai un couple d'amis que j'aimais beaucoup, qui avait une petite fille, que je m'occupais d'elle tous les jours, c'était vraiment comme ma petite sœur, quoi. Et un jour, ils ont décidé qu'ils allaient partir. Ils partent, et du jour au lendemain, j'avais plus le droit d'avoir aucun contact avec eux. Et on m'a dit littéralement, c'est des poisons pour ton âme. Ils vont te détruire. Parce qu'en fait, je pense qu'ils ont très peur de ce que les gens qui partent peuvent nous donner comme information. Sauf que y a un événement qui fait que, avec ma sœur, on voulait vraiment aller les voir. C'était qu'ils avaient la naissance de leur 2e enfant. Et donc avec ma sœur, on va insister jusqu'à ce qu'on ait un oui pour aller là-bas, pour les aider. Puis à la base, on nous avait dit oui pour quelques jours, après avoir beaucoup insisté, hein. Et puis finalement, on est resté 3 semaines. On avait des discussions tout le temps, vraiment. Ils nous disaient... voilà, c'est une secte. Ils nous expliquaient c'est quoi une secte. Ils nous disaient qu'on était manipulés. Ils m'ont ouvert les yeux. Il y a eu un 2e événement qui a fait aussi que j'ai eu un déclic. Ma mère, quand elle est partie, elle a décidé de porter plainte pour travail dissimulé, enfin tout ça, enfin voilà. Moi, je me réveille un beau matin et puis j'ouvre la porte de ma chambre, je vois il y a 5-6 gendarmes dans le couloir. Je vois mon père passer, me noter. J'avais aucune idée de ce qui se passait. Puis à un moment, les gendarmes viennent nous voir, ils nous disent « Ok, préparez-vous les filles, on va aller au poste de gendarmerie, on a des questions à vous poser ». On a passé entre 3 et 5 heures, je crois, à toujours répéter les mêmes choses en boucle, parce qu'on avait été tellement formatés, en fait, que tout le monde disait la même chose. On nous posait des questions très spécifiques sur ce que ma mère avait dit, parce que c'est elle qui avait porté plainte, et qui avait dénoncé le fait que c'était une secte. Et le problème, c'est que
Ils n'ont eu aucune preuve, la gendarmerie, parce qu'ils sont super malins, les gens de la secte. Ils sont super intelligents et ils savent bien cacher leur jeu. Et d'apparence, en fait, ça se voit même pas dans les sectes. À part qu'on est habillés comme des gens du Moyen-Âge, c'est des gens qui sont très accueillants, qui ont le sourire, qui donnent envie de faire partie de cette communauté, parce que on vendait du rêve, en fait. Sauf que ça se tournait en cauchemar sur le long terme. Donc on avait le tribunal le 3 juin 2021. Moi, ma mère m'avait demandé si elle pouvait me mettre dans la partie civile. J'ai accepté. Ma grand-mère venait me voir tous les jours en me disant « Clarisse, c'est une honte. Tu devrais pas faire ça à ton père, t'es une mauvaise fille. Quel enfant fait ça, de porter plainte contre son père ?» Je prenais sur moi, c'était très dur. Le responsable, du coup, qui m'appelle, il m'a dit je veux savoir aussi ce que tu vas dire pour ce procès-là, contre moi. » J'ai pris toutes les forces que j'avais, parce que lui dire non à lui, c'était juste impensable. J'ai essayé comme j'ai pu, je lui ai dit je suis désolée, mais je viendrai pas. Et il a laissé un grand blanc et puis il m'a dit d'accord, et demain à 18h. J'ai dit d'accord et on a raccroché. Là, je panique, j'appelle du coup mon ami qui était parti, qui m'avait aidé. Là, il me dit écoute Clarisse, prends ta voiture, viens chez nous, tu restes, demain tu dors chez nous. Comme ça, à 18h, tu seras pas là-haut et tu lui envoies un message, tu lui dis écoute, je suis désolée, je suis pas là. Ce que j'ai fait, il a essayé de m'appeler plusieurs fois après pour quand même savoir. Et en fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit je me suis échappée de ça. C'est pas possible, je peux pas retourner vivre avec eux, avec cette pression, C'était du harcèlement en fait. Donc ça, c'était le 26 mai, du coup, qu'il m'avait appelé. Le 27, j'étais chez du coup ses amis. Je reçois mes résultats de Parcoursup et je vois que je suis acceptée à Clermont-Ferrand, là où ma mère habite maintenant. Et du coup, je me suis dit, c'est génial en fait, je sais où je vais, je sais ce que je vais faire. Et j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai appelé le 115 sur les conseils de mon assistante sociale que j'allais voir en secret. Et le 115 m'a dit, vous remontez chez vous, vous prenez toutes vos affaires. Enfin, il y a un hôtel spécial de relogement d'urgence. Vous allez venir là et on n'en parle plus. Et moi, ça a été dur, ça a été très très dur. D'une minute à l'autre, en fait, j'ai dû faire le deuil de tout ce que j'avais connu, même si ça m'avait fait énormément de mal. Je devais dire au revoir à tout ça et à ma famille, enfin mes grands-parents, mon père, des amis que j'avais quand même. Et puis partir à zéro, en fait, vivre une nouvelle vie. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une mission commando pour faire passer tous mes bagages du premier étage jusqu'au sous-sol sans qu'on me voie, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui surveille un peu tout. J'ai tout mis dans la voiture, je suis partie, je me suis pas retournée, musique à fond avec mon enceinte. Et je suis arrivée à l'hôtel et puis voilà quoi. J'avais laissé un mot en disant que je partais et que je reviendrais pas. Au début, j'ai reçu des dizaines et des dizaines de coups de téléphone, des messages. Ils sont pas arrêtés d'essayer de me faire revenir, tout ça. J'avais peur constamment dès que je sortais. Je voulais pas que quelqu'un me voie et qu'il me fasse remonter que j'ai fait tout ça pour rien. Mais au bout de quelques semaines, ils se sont vite lassés et puis ils m'ont juste plus jamais adressé la parole, sauf mon père du coup. Il l'a très mal pris, parce que il avait plus personne, parce que ma petite sœur s'était mariée aussi. Et donc il se retrouvait seul avec ses parents et il comprenait pas, il pensait qu'il allait avoir sa famille, ses filles jusqu'au bout. Quand je suis partie, j'ai passé quand même 1 mois et demi dans les hôtels de relogement sociaux, tout ça. Puis j'ai fini l'été avec ma maman et mes sœurs chez mes grands-parents. Et donc là, ça a été l'occasion de se retrouver aussi, de pouvoir parler. On a beaucoup échangé. Moi, j'essaie de comprendre pourquoi elle était partie. Elle s'en veut beaucoup et moi, je lui ai pardonné. Mais après, j'ai aussi réussi à pardonner à tout le monde, en fait. Ça veut pas dire que j'oublie, parce que la preuve, je suis là et j'en parle. Mais ça m'atteint plus, parce que j'ai pas envie de me laisser dévorer par la haine, en fait. Je suis partie, j'avais 20 ans, c'était le 28 mai 2021. Et puis quand j'arrive début septembre sur Clermont, commencent les cours. Première fois sur les bancs de l'école, j'étais à la fac, hyper motivée, super contente, je travaillais à fond. J'ai fait mes premières soirées, trop bien. En fait, j'ai fait plein de rencontres et puis j'étais tellement naïve et sociable qu'au final, c'était très facile. Mais en fait, au bout d'1 semestre, là, j'ai la réalité qui a commencé à arriver au grand galop parce que j'avais pas les codes. Par exemple, parler à des garçons,
Pour moi, c'était compliqué parce que dans ma tête, quand je parlais à un garçon, ça allait être mon mari. C'est ce qui a fait aussi que je suis tombée sur des mauvaises personnes et ça n'a pas été évident. Et à un moment donné, je commence à perdre espoir parce que j'ai tous mes traumas qui reviennent en vague et je perds pied et je commence à sombrer dans la dépression. Je fais plusieurs tentatives de suicide. Je commence à être hospitalisée pendant des mois et des mois. J'ai dû redoubler 2 fois ma première année. Là, c'est la 3e fois que je fais ma première année quand même. J'en peux plus. Et j'étais tout le temps à l'hôpital, donc impossible. Malgré tout, ça a été très très dur pour mon entourage, pour moi. Mais ça m'a permis de guérir pas mal de choses. J'en suis pas encore sortie aujourd'hui. Mais je vais beaucoup mieux. Je suis tombée de nouveau amoureuse du cinéma quand j'ai regardé Pirates des Caraïbes, en fait. Charlie et la chocolaterie, des films classiques, Seigneur des Anneaux, tout ça. Des gros films, mais des trucs qu'on m'avait toujours interdit de regarder, même Harry Potter, tout ça. Et j'ai trop adoré. Genre vraiment, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je veux raconter des histoires. Je suis sortie de mon cocon doré, de ma prison dorée, quoi. Ouais, prison dorée, en fait, c'est un gros mot, hein, c'est de ma prison tout court. Pour moi, commencer ma vraie vie, quoi. Puis c'est marrant parce que de temps en temps, quand mes potes me disent « mais t'es pas à la page, enfin, des trucs, t'as pas la ref ou quoi ?» Je suis là « mais les gars, j'ai 2 ans et demi d'existence, je suis une enfant. » J'apprends au fur et à mesure et j'ai l'impression que j'en apprends tous les jours, en fait. Et je trouve ça juste trop bien et c'est pour ça que j'ai envie de continuer à vivre et j'ai envie de réaliser mes rêves. Je commence à ouvrir un nouveau chapitre de ma vie. Là, je parle de ma vie. Pour moi, c'est une sorte de thérapie et puis aussi prévenir parce que très peu de gens connaissent. La remarque que j'ai eue le plus souvent, c'est « mais je pensais que ça existait que dans les films ». Et non, en fait. Pour moi, c'est important et ça m'aide et ça peut aider des gens, donc voilà. Si vous connaissez quelqu'un qui est dans une secte, vous ne pourrez pas le faire changer d'avis. Les gens, ils sont dans leur truc et on ne peut pas leur faire changer d'avis. Il faut que ça vienne d'eux-mêmes. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est rester toujours disponible pour cette personne, pas chercher à s'en éloigner. Parce que le jour où cette personne se rendra compte qu'elle est sous emprise ou quoi que ce soit, elle aura besoin de quelqu'un vers qui se tourner. C'est à ce moment-là que vous intervenez, en fait. Puis, mais si vous avez des gros doutes, contactez des gens professionnels, je sais pas, la gendarmerie ou... Voilà.